Ils célèbrent les coups d'État, pas en silence, pas dans la peur. Ils les célèbrent comme dans les années 70. Ce n'est pas une nostalgie, c'est un verdict. Quand les urnes sont perçues comme volées, le bulletin cesse d'être un outil de choix. Il devient un symbole d'humiliation. Et lorsqu'un symbole d'humiliation est normalisé, l'extraordinaire devient acceptable. En Guinée, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, le vote a été accusé d'avoir été confisqué. Alors certains ont commencé à regarder les militaires non pas comme des usurpateurs, mais comme des correcteurs. Ce basculement n'est pas émotionnel. Il est accumulé. Pendant des décennies, les partis politiques ont promis des idéologies, mais ils ont fonctionné comme des véhicules personnels. Des conteneurs d'élite, pas des structures de pensée. En République démocratique du Congo, plus de 233 partis, au Kenya, plus de Namplor. Et pourtant, les mêmes figures circulent d'une formation à l'autre, parfois 13 fois en 20 ans. Quand la fidélité politique disparaît, la confiance publique s'effondre, et quand la confiance s'effondre, la stabilité devient fragile. Ce n'est pas que les peuples aiment l'armée, c'est qu'ils doutent des partis. Alors une question devient inévitable, les partis politiques sont-ils réellement la solution aux crises africaines ou sont-ils devenus une partie du problème? Et si le modèle importé après 1989 n'était pas une fin de l'histoire, mais le début d'une impasse, on nous a dit démocratie égale multipartisme. Multipartisme égale limitation des mandats. Élections régulières. Société civile active. Droit politique. Droit économique. Nous avons accepté l'équation sans la démonter. Mais regardons les faits. Depuis la réintroduction du multipartisme dans les années 1990, combien de leaders ont défendu la même formation politique d'une élection à l'autre? Aucun parmi les figures majeures. Ils ont changé de parti comme on change de costume. 13 affiliations en 20 ans pour certains. Quand l'idéologie est absente, l'élection devient un marché. Et quand l'élection devient un marché, le vote devient transaction. Ce n'est pas un accident, c'est un système. Les partis européens sont nés d'une fracture industrielle, gauche, droite, centre. Ils portaient des conflits sociaux réels, mais dans plusieurs pays africains, les partis se définissent par leurs bastions ethniques, par des noms, par des alliances temporaires. Quand l'identité remplace l'idée, la politique devient tribale. Et quand la politique devient tribale, la nation se fragmente. Dans les années 60 et 70, on a tenté le parti unique. KANU, Ampla, Frelimo, ANUP. On promettait l'unité, on a obtenu l'autoritarisme. Après Berlin en 1989, on a importé le modèle inverse, on promettait la liberté. On a obtenu la compétition permanente. La question n'est plus de choisir entre un ou plusieurs partis, la question est plus dérangeante. Avons-nous confondu mécanisme électoral et gouvernance réelle? Si le cadre institutionnel ne produit ni stabilité ni fidélité idéologique, alors que protège-t-il réellement? Et si la désillusion populaire n'était pas un rejet de la démocratie, mais un rejet de sa version superficielle, quand Kwame Nkrumah a pris la parole en 1963 à Addis Abeba, il n'a pas proposé un rêve, il a proposé une urgence, un seul gouvernement africain, une seule armée, une seule politique étrangère. Maintenant, il savait que le temps créerait l'habitude et que l'habitude créerait la division. On lui a répondu « Avançons progressivement, préservons les frontières héritées, construisons nos États d'abord ». 1 an plus tard, on sanctuarisait les frontières coloniales au Caire. 2 ans plus tard, on repoussait l'unité à Accra. 3 ans plus tard, Nkrumah était renversé. Ce n'était pas un simple coup d'État, c'était l'interruption d'un projet continental. En 1997. Julius Nyerere reconnaît publiquement Nkrumah avait raison. L'Afrique ne peut pas croître sans unité. Mais entre-temps, chaque pays s'était enraciné dans sa souveraineté fragile. Et plus la souveraineté se rigidifie, plus l'intégration devient coûteuse. Regardez la communauté d'Afrique de l'Est, examens communs autrefois,
Poste et télécommunications partagées. Compagnie aérienne commune. Aujourd'hui, des employés du secrétariat impayés depuis des mois. Des frontières qui se durcissent quotidiennement. Quand l'unité devient rhétorique, la fragmentation devient pratique. Et pendant que l'intégration hésite, les puissances extérieures avancent. Réunion à Nairobi. Rencontre à Addis Abeba. Nouvelle compétition pour l'influence. Ce n'est pas improvisé. Ce n'est pas émotionnel. C'est stratégique. Si l'Afrique reste divisée, elle devient terrain. Si elle est sunnite, elle devient acteur. Mais l'unité exige plus qu'un slogan. Elle exige un modèle politique capable de dépasser les partis personnalités. Seinen. Chaque crise nationale deviendra une opportunité d'ingérence. Et chaque désillusion populaire nourrira une alternative extra-constitutionnelle. La question n'est plus théorique. Qui protège réellement l'ordre collectif lorsque les institutions vacillent? La question n'est plus morale. Elle est constitutionnelle. Quand une élection est volée, que dit la Constitution? Prévoit-elle le détournement du suffrage? Prévoit-elle la capture des institutions? Si les tribunaux sont pris en otage, si le Parlement est neutralisé, si la commission électorale est compromise, qui protège la Constitution? Le soldat a prêté serment de la défendre. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui l'ont juré la manipulent? Ce n'est pas une ligne claire entre légal et illégal, c'est une zone grise. Deux extra-illégalités face à face. L'une habillée d'un costume civil, l'autre en uniforme. Lorsque le bulletin est perçu comme falsifié, l'intervention militaire cesse d'être vue uniquement comme une rupture. Elle est présentée comme une restauration. Ce glissement ne surgit pas en un jour, il est préparé par l'érosion progressive de la confiance. Au Sahel. Certains soutiennent ces changements extraordinaires comme des mesures intermédiaires. Non pas pour glorifier l'armée, mais pour corriger ce qu'ils considèrent comme un mandat trahi. Et pourtant, rien n'est simple. Tentative d'assassinat, tentative de contre-coup, pressions internes, pressions externes. Ceux qui prennent le pouvoir par l'exception entrent dans une arène permanente. Car une fois que l'on normalise l'extra-constitutionnel, on ouvre une porte difficile à refermer. Si cela réussit, le précédent s'installe. Si cela échoue, l'instabilité s'approfondit. Alors la vraie question devient plus lourde. Quand les mécanismes légaux sont capturés, la fidélité à la Constitution consiste-t-elle à obéir ou à intervenir? Et si le problème n'était ni le militaire ni le civil, mais l'absence d'un système capable de résister à la capture, la jeunesse descend dans la rue. On l'appelle Gen Z. On l'a dit bruyante. On l'a dit impatiente. Mais elle ne surgit pas du vide. Elle émerge d'un vide. Un vide idéologique. Un vide de crédibilité. Un vide de projection collective. Former un parti ne suffit pas. Créer un mouvement ne garantit rien. L'histoire le montre. Des partis ont survécu un siècle. Cela n'a pas empêché les crises, cela n'a pas empêché la capture. Alors où est le pouvoir réel? Pas uniquement dans la rue, pas uniquement dans la viralité. Le pouvoir cinétique brûle vite, il impressionne, puis il s'épuise. Ce qui transforme durablement, c'est la pensée organisée, la structure, la conversation stratégique. 2 ou 3 esprits alignés sur une idée valent plus qu'une foule désorganisée. Les étudiants ont déjà changé des nations, pas par le chaos, par l'organisation. France, Corée du Sud, années 80. Des mouvements structurés, pas des explosions sans cap. Dire non n'est pas suffisant. Il faut savoir à quoi dire oui. Sinon, l'énergie devient combustible. Et d'autres l'utilisent, même en ligne. La manipulation existe. On peut être mobilisé sans le savoir, instrumentalisé sans s'en rendre compte. Alors la vraie bataille n'est pas seulement politique, elle est cognitive. Sommes-nous capables de penser en dehors des conteneurs politiques existants? Sommes-nous capables de concevoir un modèle qui ne copie ni l'Europe du XIXe siècle, ni les rivalités ethniques?
Si la jeunesse se limite à la réaction, elle sera absorbée. Si elle structure une vision, elle redéfinit le cadre. L'histoire n'attend pas la majorité, elle attend la cohérence. On parle d'unité, mais les frontières se durcissent. On parle de souveraineté, mais les capitales étrangères se réunissent sur le sol africain. À Nairobi, des puissances dialoguent avec d'anciennes colonies. À Addis Abeba, d'autres redessinent leurs intérêts. Ce n'est pas un hasard, c'est un repositionnement. Quand un continent reste fragmenté, il devient négociable. Quand il parle d'une seule voix, il devient incontournable. Nkrumah l'avait compris. S'il fallait choisir une capitale commune, une armée commune, une diplomatie commune, c'était pour empêcher la répétition du partage, mais l'hésitation a créé l'habitude. L'habitude a créé la dépendance. Et la dépendance attire la compétition extérieure. Pendant ce temps, les citoyens connaissent mieux les ministres étrangers que ceux du continent. Ils citent Washington. Ils ignorent les capitales africaines. Ce n'est pas une question d'ignorance individuelle, c'est un conditionnement collectif. Quand l'imaginaire est externalisé, la souveraineté devient symbolique. Et pendant que l'énergie interne cherche une issue coup d'État, élections contestées, mobilisations étudiantes, les acteurs externes lisent le terrain avec patience. Si l'Afrique ne structure pas son propre modèle, d'autres structureront pour elle. Si l'unité reste un slogan, la division restera une stratégie. La turbulence annoncée n'est pas une prophétie dramatique, c'est une projection logique. Instabilité interne plus rivalité externe égale pression continue. Alors la question devient existentielle. Allons-nous naviguer séparément? Ou accepter que la fragmentation est devenue le levier principal de notre vulnérabilité? On a élu un DJ, on a élu une star du football. Ce n'est pas une attaque contre les artistes. C'est un diagnostic. La popularité n'est pas une compétence de gouvernance. Le charisme n'est pas une architecture institutionnelle. Quand la politique devient spectacle, la gestion devient improvisation. Et l'improvisation, à l'échelle d'un État fragile, coûte cher. L'État postcolonial africain est jeune, 60 ans, 70 au mieux. Il porte des contradictions internes et subit des pressions externes. Dans un tel contexte, élire par émotion revient à déléguer la stabilité à l'incertitude. Ce n'est pas la première génération à descendre dans la rue. Avant l'indépendance, les étudiants étaient déjà moteurs. La différence aujourd'hui, c'est l'amplification. Les réseaux sociaux rendent chaque mouvement visible, mais visibilité n'est pas victoire. La vérité n'est pas démocratique, elle ne dépend pas du nombre de likes, elle dépend de sa solidité dans le temps. 12 personnes ont suffi à diffuser une idée pendant 2 millénaires. Un petit groupe structuré peut modifier une trajectoire nationale. La question n'est donc pas sommes-nous nombreux? La question est sommes-nous cohérents? Car si la colère n'est pas structurée, elle sera récupérée. Si la jeunesse ne définit pas son propre cadre, elle opérera dans celui des autres. Alors revenons à la question centrale. Quand les partis deviennent des véhicules personnels, quand les élections sont contestées, quand l'unité continentale recule, quand les puissances extérieures avancent, ce n'est pas un accident historique, c'est une convergence. Si nous acceptons que la politique reste un jeu d'alliances ethniques et d'ambitions individuelles, alors les coups d'État continueront d'être célébrés. Non par amour des militaires, mais par rejet des élites civiles. Si nous rejetons toute intervention sans corriger la capture électorale, alors la frustration s'accumulera et l'explosion reviendra. Si nous restons silencieux, d'autres décideront du modèle à notre place. Il n'y a pas de solution magique dans ce récit. Il y a une tension entre légalité et légitimité, entre stabilité et liberté, entre unité et fragmentation. Le multipartisme n'est pas automatiquement la réponse. Le parti unique ne l'est pas non plus. L'armée n'est pas une fin. La rue n'est pas une stratégie. Ce qui manque, c'est un système capable de résister à la capture. Un cadre qui dépasse la personnalité,
Une vision qui survive aux cycles électoraux? La question n'est plus théorique. Elle est générationnelle. Quel modèle sommes-nous prêts à construire et surtout quel prix sommes-nous prêts à payer pour ne pas le construire? À vous de décider si cette turbulence devient transition ou répétition.